Vous écoutez Kisigi, le podcast de l'Afrique vu et raconté par les Africains. Je suis Elisabeth. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième saison qui sera consacrée au parcours de personnes qui se sont réinventées en retournant sur le continent. Changement de vie, de métier, de statut professionnel. Les épisodes de cette saison seront bimensuels. Pour ce premier épisode, je reçois Kani. Kani est coach en développement personnel. Elle va nous parler de son cheminement qui débute par un choix de carrière en expertise comptable, domaine dans lequel elle va exercer 6 ans en France avant de déposer ses valises en Côte d'Ivoire. Malgré différents postes dans différentes sociétés et une belle perspective de carrière, elle ne se sentira pas à sa place. C'est à ce moment-là qu'elle décide de s'écouter, d'abandonner la peur et de choisir un domaine qui fait plus sens pour elle. Je vous souhaite une belle écoute. N'hésitez pas à partager et commenter cet épisode. Vos partages et vos commentaires pourraient aider quelqu'un. Donc forcément, tu te contentes du peu là. Mais ça, c'est le monde, alors qu'on est dans un monde d'abondance. Et quand tu commences à regarder le monde comme on est dans l'abondance, c'est important parce que je l'entends encore trop souvent. De dire oui, mais j'ai 35 ans, j'ai 40 ans. Si je laisse ça, qu'est-ce que je vais faire? Mais si tu ne laisses pas, tu ne sauras jamais ce que tu vas faire. on a tous l'impression qu'on va perdre. Déjà, je suis de Côte d'Ivoire. Je suis née en Côte d'Ivoire. Je suis franco-ivoirienne, pour préciser. Donc, j'ai vécu en Côte d'Ivoire de ma naissance à peu près 15 ans. C'est-à-dire que, on va dire, donc, en gros, j'ai fait de la maternelle jusqu'à la seconde à Abidjan. Et puis, suite au coup d'État, en 99, on était partis en vacances à Paris, donc l'été 2000. Et puis, on était censé revenir. Et puis, finalement, les parents ont décidé qu'on allait rester en France. En tout, je suis restée entre 12 et 13 ans à Paris. L'année avant que je rentre, j'ai décidé de quitter mon travail. Donc, je travaille dans un cabinet d'expertise comptable. Et au bout de 6 ans, j'ai décidé de faire un break, de prendre une année sabbatique parce que j'avais eu un rythme très, très, très soutenu. Les études supérieures pour devenir expert comptable sont vraiment lourdes dans le sens où nos examens étaient en septembre. J'ai jamais eu vraiment de moment pour souffler. Et du coup, au bout de 6 ans, même si j'étais très reconnaissante pour l'expérience que je vivais, mais il y avait des choses qui commençaient à me titiller. Donc, j'ai décidé, et grâce à mon patron, j'ai réussi à faire une rupture conventionnelle. Donc, ce qui m'a permis donc de quitter mon travail et de me dire, je prends une année sabbatique. En fait, on a 3 piliers dans la vie. C'est-à-dire qu'on a le travail, on a la famille, et puis, on va dire, la relation amoureuse. Moi, mes parents, donc, ils sont restés. Donc, on est parti en 2000. En 2006, ils étaient rentrés à Abidjan. Donc, du coup, je vivais qu'avec ma sœur. Bon, j'avais mes grands-parents qui étaient là, mais pas à Paris, qui étaient un peu plus loin. Donc, j'avais quand même un cocon familial. Mais au bout d'un moment, parce que j'avais du mal avec les hivers, honnêtement. J'avais du mal avec les hivers. Au bout d'un moment, je travaillais plus. Donc, j'avais plus mon travail. J'étais célibataire et ma famille n'était pas vraiment là. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, tu restes là pour quoi? Il y a rien potentiellement qui te retient concrètement en France. Alors que dans ma tête, moi, j'avais toujours prévu que j'allais rentrer à Abidjan. Je veux dire, je suis pas partie en France pour rester. Je suis partie en France faire mes études. Et puis, j'ai commencé à travailler. Donc, je suis rentrée dans un engrenage. Non, je suis rentrée dans la vie active. Et puis, je me suis toujours dit, bon d'avoir une expérience en France avant de rentrer à Abidjan, quoi qu'il arrive. Là, en décembre, je viens à Abidjan, les vacances de décembre, je commence à faire 2-3 entretiens. Il y a un endroit où je fais un entretien avec une dame, une Française qui était dans l'école où moi j'étais avant. Où elle voulait vraiment que je commande. Pour moi, je devais revenir en avril. Et ils m'ont mis vraiment la pression. Je crois que je suis rentrée même en février à cause d'eux. Parce que vraiment, ils voulaient que je commence à travailler, ils voulaient que je commence à travailler. Donc en fait, quand je suis retournée, je me suis dit, un hiver supplémentaire, ça va pas le faire. Un hiver supplémentaire, je sens que là, ça va être la dépression. Voilà, donc c'était un concours de circonstances, si tu veux, sur plusieurs choses comme ça qui ont fait que j'ai décidé de rentrer à Abidjan. Et du coup, comme j'ai trouvé du travail facilement, j'ai pas eu besoin de me poser beaucoup de questions de je vais rentrer, je vais faire quoi. Du coup, j'ai même pas eu le temps de finir mon année vraiment sabbatique. Et ce travail-là, tu t'es projeté dessus, c'était le poste que tu convoitais, on va dire? C'était une opportunité. En fait, je venais de cabinet et en fait, je m'étais dit que je ne voulais plus travailler en cabinet. Cabinet d'expertise comptable, toute l'année, on est un peu en train de bosser un peu tout le temps. Du coup, je me suis dit, si je rentre, j'ai pas trop envie. Bon, ça m'a pas empêché de passer 1 ou 2 entretiens dans des gros cabinets à Abidjan. Mais là où j'ai été embauchée, c'est-à-dire que c'était une entreprise familiale. J'ai eu un très bon feeling avec la DAF. En même temps, je savais pas trop à quoi m'attendre parce que j'avais jamais travaillé en Côte d'Ivoire. Donc, c'est vrai que j'appréhendais un peu le retour, mais en fait elle avait dans l'optique de me dire que ce serait juste pour me former pour ensuite éventuellement prendre sa place parce que elle allait pas rester longtemps. De toute façon, je le savais qu'elle resterait pas longtemps et elle devait repartir en France, donc son expatriation parce que son mari devait repartir. Et donc du coup je savais que il y avait opportunité éventuellement d'évoluer. C'était pas forcément peut-être mon boulot de rêve, mais je trouvais que ça correspondait quand même plus ou moins
à ce que je recherchais. Ça se passe comment sur place? Les premières Alors, interactions, c'est toujours intéressant de savoir. au début, ça se passe relativement bien. Je dirais relativement bien. Parce qu'en fait, mon patron était très cool. Pas ma DAF, hein, vraiment le grand patron et tout. Bon, il y a des petits fonctionnements dans l'entreprise qui ne me correspondent pas vraiment parce que je n'ai pas l'habitude du mode managérial, on va dire, de comment ça se passe en Côte d'Ivoire. Mais ce qui m'a causé le plus de soucis, c'est qu'ils avaient créé mon poste, en fait. Du coup, au début, ils étaient en train de construire pour savoir exactement comment j'allais matcher avec ce qu'ils recherchaient. Et comme je t'ai dit, en fait, la DAF qui m'a recrutée partait. C'est pour ça qu'elle insistait pour que je revienne, parce qu'elle voulait qu'on ait beaucoup de moments ensemble avant qu'elle parte. Du coup, j'ai eu une transition où, donc, je suis arrivée, je suis restée un peu avec elle, et en même temps, elle est partie. Il y a un nouveau DAF qui est arrivé. À midi, j'avais 2 heures et demie de pause, j'avais le temps et tout ça, mais peut-être un peu trop de temps. C'est-à-dire que des fois, la fin de la journée, je l'attendais parce que je n'avais pas forcément toujours quelque chose à faire. En fait, c'est que j'avais envoyé mon CV dans plein d'endroits, en fait. Donc, c'est eux qui m'ont offert le boulot en premier. Mais pendant que j'étais là-bas, alors que ça faisait peut-être 3 ou 4 mois que j'avais envoyé mes CV, donc depuis décembre, au mois d'avril, donc je reçois un coup de fil d'une grande entreprise qui me propose un boulot, alors que ça faisait 2 mois, je crois que j'étais chez eux, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai eu cette opportunité-là. C'est comme ça que la transition s'est faite entre le premier boulot et le deuxième boulot. Mais c'est pas comme si j'ai commencé à chercher quand j'étais en poste là-bas, mais comme j'avais envoyé dans plusieurs endroits, forcément, je me suis beaucoup focus sur mon CV. Sur ton CV, tu te dis toujours que ça fait toujours mieux d'avoir une expérience dans une grande entreprise. Et comme ça restait quand même entreprise et que c'était pas cabinet, je me suis dit, pourquoi pas? Donc, tu quittes l'entreprise familiale, tu te retrouves dans le Dans le grand grand. bain. Et tu vois, c'est incroyable, c'est comment les choses se répètent. Je passe l'entretien avec un DAF, un super DAF. Franchement, super DAF. J'accroche avec lui parce que je sens que il est carré, il sait où il va, nanana, nanana. Mais pareil, il me recrute et il s'en va. Oh! Par contre, non, j'avais mon N+1 qui restait. En fait, mon N+1 était à mon poste avant, si tu veux. Il montait. Et puis, donc, le DAF avec lequel moi je fais l'entretien, avec qui je trouve que franchement ça passe, parce que je vois que c'est un bosseur, il est carré et tout. Pareil, ben, le temps que moi j'arrive, ben, lui, il s'en va. C'est exactement le même schéma que dans l'autre entreprise. Par contre, où j'ai déchanté, c'est que je savais pas qu'on pouvait bosser autant en entreprise. J'ai commencé à travailler beaucoup plus que même dans mon cabinet. Parce que j'explique, en fait, dans le cabinet dans lequel je travaillais, en tout cas en France, c'est vrai qu'on avait des grosses périodes, mais c'était précis. C'est-à-dire que c'est de janvier à mai, juin, on a des gros moments. Donc, en fait, on est programmé pour ça. On sait que là, on doit délivrer. Et par contre, moi, mon patron, il avait vraiment, parce que comme lui venait de grosses boîtes, il avait toujours dit, je ne veux pas qu'on empiète sur les week-ends. C'est-à-dire, en 6 ans, j'ai dû aller travailler peut-être 1 ou 2 fois le samedi. Par contre, en semaine, s'il fallait délivrer, on délivre. C'est-à-dire, s'il faut rester jusqu'à 20h, des fois 21h, 22, ça arrivait. Mais par contre, je veux dire, le jour où il n'y a pas de boulot, si tu as fini ton boulot, à 15h, tu peux rentrer chez toi. Donc, comme c'était un cabinet à taille humaine, parce que quand on a commencé au début, on n'était que 3. Okay. Moi, j'ai commencé en alternance et quand je partais, on était une dizaine à peu près. Tu vois, donc moi, j'ai vraiment construit la structure avec lui et tout ça. Donc, malgré tout, c'était un cabinet, mais c'était pas le rythme ici, en tout cas à Abidjan. Déjà, on commence beaucoup plus tôt le matin. Moi, j'arrivais au bureau à 9h30 quand j'étais à Paris. Ici, j'arrive au boulot à 7h. Donc, j'arrive à 7h, je peux rester tranquillement pour une journée normale, 18-19h, journée normale, si c'est pas plus. Et je me suis rendu compte que je commençais à bosser énormément. Donc, quasiment le samedi, c'est devenu normal de travailler le samedi. Du coup, je suis restée quand même 2 ans. Tu te rends pas compte, mais tu as plus de vie sociale, tu es fatigué tout le temps. Mais par contre, c'est super intéressant parce que tu apprends beaucoup, hein. Tu apprends beaucoup. Je me suis retrouvée à la tête quand même d'une équipe de 8 personnes. C'était un gros challenge pour moi. Franchement, un gros challenge pour moi parce que quand je suis rentrée en plus, déjà, j'étais une femme. J'étais une femme jeune parce que j'avais moins de 30 ans à l'époque, donc à un poste de responsabilité quand même, avec 8 personnes qui étaient tous plus âgés que moi. Donc, je venais de l'étranger, donc je venais de France et en plus, je suis métisse. Donc, en fait, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de challenges en tout cas. Ça se caractérise comment dans le boulot, ce challenge-là? Est-ce que ça fait partie d'une ambiance, c'est-à-dire c'est plutôt une énergie qu'on sent autour de soi, ou bien c'est physique, c'est frontal, c'est-à-dire c'est des choses qu'on te dit? C'est un peu des deux. C'est un peu des deux dans le sens où ça peut être des petites choses. Moi, ça me fatigue à chaque fois qu'on me dit la blanche. Ça, c'est un truc. Moi, j'ai vraiment du mal avec ça. Mais tu vois, c'est pas forcément méchant. C'est pas forcément méchant. Après, si tu veux, l'historique, au fait, aussi c'est que dans mon équipe, il y avait 2 personnes qui avaient postulé à mon poste en interne. Je dirais pas qu'on me l'a dit frontalement, mais tu peux avoir des échos par ailleurs. Surtout, les méthodes de travail ne sont pas les mêmes. Donc, quand je parle de jeunesse, en Afrique, quand tu rentres, tu sais que les gens aiment beaucoup les salamalek. Moi, quand j'étais en France, c'est-à-dire que, par exemple, l'email, pour moi, était un outil de travail. Ici,
ça a été vraiment challengeant d'utiliser ça. Alors que moi, je le faisais vraiment. En plus, on était comptable. Tu vois, comptable, c'est garder des traces. Email, c'est des traces. Justement, que ce soit avec les clients extérieurs à l'entreprise et intérieurs. C'est-à-dire que c'est des traces et surtout, ça permet de suivre l'évolution de tous tes collaborateurs. Je veux dire, comme tu vois déjà les journées que je faisais, je n'arrivais pas à faire déjà tout ce que j'avais à faire. Si en plus, à chaque fois, au lieu d'envoyer un mail, tu dois te lever et aller parler aux gens et leur, tu vois. Donc, en fait, il y a eu tout ce côté culturel là aussi à prendre en compte dans la manière de travailler. Quand tu n'es pas interne à l'entreprise, tu viens de l'extérieur, forcément, déjà, eux, ils ont créé, leur cocon existe parce qu'en fait, ils avaient quasiment entre 10 et 20 ans de maison chacun. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ça peut être parfois des petits trucs, mais c'était pas frontal. C'était pas direct, quoi. Bon, peut-être que j'aurais préféré même peut-être que ce soit direct. Des fois, c'est peut-être plus facile à gérer. Donc, si tu veux, le temps d'adaptation, et puis aussi, il y a le logiciel que je maîtrisais pas, tu vois. Donc, en fait, des fois, tu peux sentir que tu peux avoir un peu de rétention, de trucs comme ça. Bon, au début, hein, au début. Honnêtement, après, je me suis très bien entendue avec mon équipe, mais c'est vrai que le temps d'adaptation au début est challengeant, est vraiment challengeant. Mais bon, je pense que mon côté, on y reviendra plus tard, mais avec le travail que je fais aujourd'hui, dans l'humain, je suis assez bonne quand même, je pense. Et au-delà de mon équipe, j'ai créé des liens vraiment dans toute l'entreprise, avec tout le monde. C'est-à-dire, j'arrivais le matin, en tout cas, j'avais un bon feeling global, même si on peut revenir après sur la manière de manager, sur le climat social de l'entreprise, c'était un autre sujet. Mais moi, dans mes relations personnelles, je trouvais que je m'en sortais pas si mal. Toi qui es métisse, tu viens de France avec ton diplôme. Est-ce que parfois on a parfois l'impression que c'est plus facile? Parce que tu me dis qu'il y a des gens qui ont postulé à ton poste. Est-ce que ces gens-là ont eu l'impression que c'était trop facile pour toi? C'est vrai que je n'ai jamais pensé à cette question, mais sûrement, tu sais, quand tu viens de l'extérieur, on me l'a jamais exprimé, mais il y a toujours le petit côté, c'est bon, c'est une belle femme, tu vois, peut-être que c'est plus facile pour elle. Mais ça n'a jamais été exprimé clairement. Ça n'a jamais été exprimé clairement parce que de toutes les façons, à un moment, quand tu es dans le job, tu es dans le job. Il faut délivrer derrière. Donc, en fait, je pense que peut-être au début, en fait, je pense qu'au début, il y a toujours des a priori, en fait, quand on se connaît pas, mais de mon côté comme de leur côté, tu comprends? Chacun a ses a priori. La différence, moi, j'avais l'impression que j'étais rapide et des fois, il y avait des choses qu'il fallait demander et redemander et redemander. Mais la chance que j'ai eue, l'entreprise dans laquelle je travaillais c'était carré d'écouter des procédures. Ce que je voulais en venir, c'est que le niveau d'exigence de travail était supérieur à tout ce que j'avais vécu avant. Parce que on doit clôturer. Il y a des dates précises. Donc, en fait, et souvent, je disais ça et les gens, ils rigolaient. Moi, quand il y avait des jours fériés, ça me posait problème. Parce qu'un jour férié et un jour non travaillé, même si je suis employée, mais le truc, c'est que quand tu as une date à délivrer quelque chose, c'est le même nombre de jours dans le mois, en fait, à chaque fois. Donc, quand il y a 1 ou 2 jours en moins, ça te fait 1 ou 2 jours en moins de travail de toi et de ton équipe. Et donc, ça vous met en retard sur le travail à délivrer. C'est pour ça que je dis que quand on bossait les week-ends, c'est pas juste parce que truc et tout, c'est qu'il y avait du taf. Donc c'est pas du tout, on rentre pas du tout dans le prototype de l'Afrique où les gens sont limite en train de traînasser pour aller chercher une feuille à l'imprimante et tout. Là, vous n'aviez pas le temps, il y avait vraiment du travail à bloc. Il y avait les deux. Il y a forcément toujours 1 ou 2 personnes peut-être qui doivent récupérer le truc des autres. Mais en gros, dans l'équipe, quand même, chacun avait son domaine. Donc, en fait, chacun maîtrisait son sujet. Mais des fois, ça peut bloquer. S'il y a un qui est un peu plus lent, ça peut bloquer tout un processus. Tu vois, donc des fois, il faut taper un peu sur la table. Moi, c'est pas mon style. Peut-être que ça m'a porté préjudice parce qu'un jour, on m'a dit que j'étais trop gentille. Et peut-être que c'est pour ça que finalement, j'étais pas à ma place. Donc, mais c'est vrai que le fait que ce soit carré, chacun connaît son taf et chacun sait faire son taf. En gros, quand même, chacun sait faire son taf. Mais quand tu rentres comme ça, tu vas vivre en famille ou bien tu rentres, tu prends ton appartement? Moi, j'ai vécu en famille. Pourquoi? Déjà, il y a le changement de salaire. On n'a pas parlé de ça, mais c'est significatif entre ce que je gagnais en France et ce que j'ai gagné ici. Par rapport à comment tu vivais avant, il y a un changement. Il y a clairement un changement. Et puis, j'ai la chance de vivre dans une maison où il y avait de la place. Il y avait vraiment de la place. Donc, je voyais pas l'intérêt de me mettre en situation juste pour dire je suis chez moi. Donc, j'ai eu cette chance-là que mes parents m'accueillent chez eux. Donc, ça, c'était aussi et puis, en fait, aussi, c'était le côté d'être aussi, je suis rentrée en partie aussi pour être aussi en famille, d'une certaine manière. C'est le choix que j'ai fait. Et puis, qui correspondait à mes réalités aussi. À tes réalités financières. Là, on parle argent. Donc, c'est pas Oui. l'argent qui t'a fait rentrer. C'est pas parce qu'on t'a donné un gros salaire que tu es rentré. J'ai perdu un salaire en rentrant. Vraiment, significativement quand même. Et après 2 ans de travail, qu'est-ce qui t'amène à changer finalement de métier?
Qu'est-ce qui se passe qui te dit, non, finalement, il faut que je change de direction, ça me convient plus, ou bien ça se fait tout doucement? Alors, ce qui s'est passé, quand j'ai quitté l'entreprise au bout de 2 ans, je n'ai pas changé directement de travail. La transition a été brutale pour moi. Déjà, premier point, pendant 2 ans, je ne saurais te dire combien d'arrêts maladie. Au moins entre 6 et 8. Et arrêt maladie par le médecin de l'entreprise, pas par un médecin extérieur, parce que souvent ici, on peut te dire, oui, tu peux te faire arrêter quand tu veux, tout ça. Non, parce que j'étais vraiment, comme je dis, le rythme de travail était très, très, très soutenu. Tu as du stress, donc tu dors pas beaucoup, tu manges pas forcément correctement. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées comme ça on va dire, donc mon corps était en souffrance. Et à chaque fois que j'étais malade, tu te dis tout le temps c'est un palu ou c'est un truc, tu fais des analyses, il y a rien. Et en tout cas dans les analyses, il y a rien qui sort. Mais tu es fatigué, ton corps n'y arrive. Et puis un jour, donc ça c'était au bout de 2 ans, j'étais dans mon bureau et j'ai fait comme une crise de panique. J'étais devant mon ordi et puis c'est comme si j'arrivais plus à bien respirer et tout, donc un peu stressée quand même. Donc je vais voir le médecin qui me donne des comprimés, tout ça. Et en rentrant chez moi, je me rends compte qu'en fait c'était des comment on appelle ça, tu sais, les trucs pour les crises d'angoisse, enfin pour les Anxiolytique? voilà, ce genre de choses là, tu vois. Ok. Et donc du coup je regarde et puis en fait moi je me suis toujours dit je peux pas commencer à prendre des médicaments à cause d'un travail. Du coup je prends pas les médicaments. Et puis, si tu veux, avant ça, j'avais commencé à faire un petit chemin personnel de prendre soin de mon corps. Donc, j'avais commencé à aller voir une chiropraticienne. Et donc, je vais voir ma chiro, je lui explique tout. Donc, elle te fait des petits trucs qui me font plus ou moins du bien. Mais n'empêche que, en permanence, j'ai un poids, comme un poids sur la poitrine, comme ça. C'est-à-dire que je dormais, je me réveillais avec un poids sur la poitrine, comme ça. Et c'était vraiment pas possible. Et donc, du coup, elle m'a orientée vers sa sœur qui était hypnothérapeute. Elle m'avait arrêté 10 jours parce que le médecin m'avait même pas arrêté. Et donc, du coup, je vais voir l'hypnothérapeute qui me prend en urgence et donc qui me fait 2, 3 séances et puis qui me permet que ça passe. Donc, je retourne au travail. Quelques temps après, franchement, peut-être 3, 4 mois après, un jour, j'arrive au bureau et on me dit, la DRH veut te voir. Et donc, je vais voir la DRH. Et elle me dit, ben, c'est votre dernier jour aujourd'hui. Wow. Ça venait un peu de nulle part. Je m'attendais pas à ça. Bon, après, il y a eu plusieurs choses, hein. Je pense qu'il y a vraiment plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Mais voilà, c'est-à-dire qu'un jour, je vais au travail et puis voilà, c'est ce qui se passe. C'était un vendredi. Donc, quand tu n'es pas préparé, c'est un peu violent. Mais je Très t'avoue violent. qu'une fois que je suis rentrée chez moi, je me suis sentie soulagée. Soulagée parce que j'étais fatiguée. J'étais vraiment fatiguée. C'est pour ça que je dis que ça a été quand même brutal parce que je pense que de moi-même, je l'aurais jamais fait. Clairement, je l'aurais jamais fait. Tu vois, j'avais déjà posé mes vacances, je devais partir et tout. C'est 3 semaines avant que je voyage. Et puis, dans le week-end, quand même, je me suis dit, tu sais quoi, envoie quand même un message à ton équipe parce que lundi, ils vont arriver, tu seras pas là. Donc, même si tu n'as pas voulu leur dire, parce que le temps que toi-même tu digères l'information et tout, je dis, envoie-leur quand même un message pour qu'ils sachent que demain, ils vont arriver au bureau, tu seras pas là. Donc, j'ai envoyé un message et tout. Après, on s'est revus, on a fait, c'est pour ça que je dis que quand je suis partie, j'ai gardé vraiment contact avec tous les membres de mon équipe, alors que c'était pas gagné du tout au début, hein. C'était vraiment pas gagné au début. Et donc, du coup, j'ai envoyé un message pour leur dire, ben, demain, voilà ce qui s'est passé, lundi, je serai pas là. Et donc, tout le monde est vraiment tombé des nues. Mais bon, c'est une expérience de vie. Donc, c'est pour te dire que c'était pas, sur le coup, c'était pas un choix. Mais avec le recul aujourd'hui, je dirais que c'est une des meilleures choses qui me sont arrivées dans ma vie. Donc, c'était le début de mon processus. Et donc, comme je te dis, donc après, je suis partie en vacances. Et puis, je dois partir que 1 mois. Et puis, tu sais, j'étais tellement fatiguée de 2 ans vraiment où mon corps était tout, dont j'ai profité, je me suis bien promenée et tout. Et puis, je devais rentrer fin juin, début juillet, je crois, à Abidjan. Mes parents m'ont dit, tu sais quoi, toutes les façons, juillet, août, c'est pas le moment où on recrute. Donc, profite pour te reposer, en fait. J'étais à Paris. J'étais retournée à Paris une seule fois, mais je suis restée même pas une semaine. Du coup, retour un peu aux sources, on va dire. Et puis, c'était l'été. Vraiment, j'ai vraiment passé des bons moments. Je me suis promenée un peu en Europe et tout, tout ça. La grande question, c'est je rentre à Abidjan, je fais quoi? Je ne sais pas. Mais en fait, j'ai pas la force. Honnêtement, j'ai pas la force. J'ai vraiment pas la force parce qu'en fait, on se rend pas compte d'un burn-out. C'est quelque chose de très violent, même si tu sais même pas forcément ce que c'est, tu sais pas, tu vois. Donc, en fait, tu veux te remettre dans le bain, mais tu te rends compte que quelque part, il y a quelque chose qui bloque. Et moi, j'avais pas la force de me remettre tout de suite dans le boulot. Et puis, un jour, je reçois un mail de ma mère parce que développement personnel, je connaissais pas vraiment. Et elle m'envoie un mail sur un truc avec une formation en ligne qui coûte 100 et quelques euros. Tu as, je sais pas combien d'intervenants et tout. C'est comme ça que je rentre en contact avec le développement personnel. Et donc, je fais le programme. Donc, ça commence à m'intéresser, à apprendre à mieux me connaître. Il y a plein d'outils, il y a plein de choses et tout. Et puis, honnêtement, je glande un peu. Je sais pas trop ce que je vais faire et tout. Et le temps passe, le temps passe, le temps passe. Le mois de février arrive, tu vois que quand même ça commence à faire un moment.
on ne me dit pas trop, mais on me fait comprendre que quand même, un moment, il faut se décider à se remettre dans le bain. Du coup. Et même moi, je me dis au bout d'un moment, parce qu'après, tu n'as plus de rentrée d'argent non plus. Hein. C'est-à-dire quand tu as donné un peu de sous, mais il y a des sous, les sous ne rentrent plus. Donc, je me dis, tu sais quoi, je continue. Donc, je recommence à postuler. Je me retrouve dans un autre cabinet d'expertise comptable. Je ne reste vraiment pas longtemps. En fait, on m'envoie en mission dans une entreprise. Et le patron me sollicite pour me dire est-ce que vous connaissez quelqu'un parce que je cherche un RAF ou un DAF. Et spontanément, je sais pas pourquoi. Je dis je voyais que où j'étais, ça me correspondait pas vraiment parce que déjà ça matchait pas forcément avec ce que je recherchais sur le moment. Et puis je dis entreprise, pourquoi pas. Et comme en fait j'étais chef de service là, ça aurait été un poste plus de responsabilité. Tu vois ce que je veux dire, c'est tu es RAF ou DAF, c'est un autre niveau. Je dis pourquoi pas, c'est une bonne opportunité. Et comme j'avais déjà vu leur compte et tout, je voyais que il y avait quelque chose à faire. Et donc je dis monsieur, pourquoi pas moi? Donc ça s'est fait en une après-midi, tac tac. Il me dit OK, ça faisait même pas un mois que j'étais dans l'autre cabinet, donc pas de stress non plus. Et donc je commence cette mission là, je commence ce truc là. Et je sais pas pourquoi. Enfin, je sais un peu pourquoi, parce que je ne me retrouvais toujours pas. C'est-à-dire que un moment, c'est comme si la vie t'envoie plein d'expériences pour t'expliquer que tu n'es pas à ta place, mais tu veux forcer. Et donc, du coup, tu vis des expériences qui se répètent. Qui se répètent et tu n'es pas bien. Donc, tu vois, un moment, tu commences à aller au boulot. Je dirais pas avec la boule au ventre, mais en fait, tu sens que c'est pas ton truc. Parce que je suis bonne dans mon taf. Tu vois, ça, c'est pas le problème. On va dire qu'il y a des conditions extérieures qui me correspondent pas, c'est pas ce que je recherche. Et tout ça, je commence à me faire accompagner aussi, moi. C'est-à-dire que, justement, j'avais mon hypnothérapeute qui est aussi coach. Donc, tu vois, je commençais quand même à me poser des questions, à chercher tout ça. Et au bout d'1 mois et demi, je dis à mon patron, je dis, vous savez, comme c'était pour un CDI, tu vois, donc période d'essai, 3 mois. Et je lui dis, en fait, je me rends compte que je peux pas rester. Je lui dis, monsieur, vous savez quoi? Je vais bien mettre votre comptabilité en forme, mais au bout des 3 mois, je ne signe pas de CDI, en fait. Je fais le taf pour lequel vous m'avez embauché, d'une certaine manière. Tout sera carré quand je partirai, mais je peux pas signer un CDI. C'était un engagement que je ne pouvais vraiment pas prendre. Il me dit, vous êtes sûr? Et ça, je lui dis ça au bout d'1 mois et demi. C'est-à-dire que pour qu'il se prépare, en fait, tu vois, pour qu'il sache que c'est pas le dernier jour que je vais le laisser tomber ou quoi, mais je le préviens. La veille des 3 mois, je m'en vais. Et là, par contre, je décide profondément que la compta, c'est fini. Mais pour faire quoi? Là était toute la question. Donc, je savais que la compta, par contre, là, j'ai décidé. Là, je dis qu'en fait, la vie a fait que j'ai compris que je n'étais pas à ma place. Donc, je décide que je pars. Bon, j'avais la chance, comme je dis, j'étais pas mariée, j'avais pas d'enfant. Et mes parents m'accueillaient chez eux. J'avais des économies quand même de côté. Je prenais un risque, mais on va dire un risque calculé. J'avais pas d'engagement, peut-être comme d'autres personnes pour qui ça aurait été plus compliqué. Et là, t'avais quel âge? J'avais 30 ans. 30 ans à peu près. Non, excuse-moi, c'était l'année d'après, j'avais 31 ou 32. Et là, comme je dis, quand on se met en chemin, les choses commencent à venir à nous comme ça. Et donc, je commence à suivre une coach qui vend un programme qui est sur 4 mois. Je me casse. C'est-à-dire, tu te casses de ton boulot, mais comme tu sais pas quoi faire, tu fais quoi? Et donc, je fais le programme. Donc, j'apprends à me connaître. Tu vois, qui je suis, nanana. Et en fait, le truc, c'est qu'à la sortie de ce programme-là, ça te donne en fait 3-4 idées de ce que tu pourrais monétiser et qui te ressemble. C'est-à-dire que avec tous tes talents, tes qualités, tes trucs, comment tu peux gagner de l'argent en fait avec tout ça. Donc, il y a plusieurs choses qui sont ressorties dans le coaching. Et comme j'avais commencé à suivre plusieurs personnes, j'ai commencé à regarder, et j'ai commencé à me renseigner, elles sont coach, qu'est-ce qu'elles ont fait comme formation? Parce que moi, déjà, je ne voulais pas me déplacer parce que mon budget était limité. Mais en même temps, on n'a pas de formation de coaching en tant que tel à Abidjan, en tout cas pas à ma connaissance. Donc, il faut que je trouve forcément un programme en ligne, tu vois, que je peux faire à distance. Et donc, ça tombe bien. Je vois qu'elle a été formée dans une école qui est entre la France et la Suisse. Et donc, c'est une école qui existe depuis 15 ans, qui a vraiment pignon sur rue. Le gars qui a créé l'école, c'est vraiment quelqu'un de reconnu et tout ça. Pareil, je tombe sur l'école. C'est l'année de leurs 15 ans, je crois. Donc, ils font un truc, 50% de réduction sur les frais d'inscription. Tu vois, quand je dis vraiment les choses commencent comme ça à se mettre en place. Donc, je m'inscris. Le programme dure à peu près 1 an. Voilà comment Kani devient life coach. Et là, quand tu deviens life coach, à un moment, tu as dit, je me sentais pas à ma place. Et tu sens que petit à petit, tu arrives à fit dans cette place. Là, honnêtement, je sais que je suis à ma place. En fait, en vrai, ce que je n'ai pas raconté, c'est que quand j'ai eu mon bac en 2002, j'ai toujours été très intéressée par tout ce qui était psychologie. J'étais abonnée même au magazine Psychologie. Donc, c'est-à-dire que c'est un truc qui m'a toujours intéressée. Mais à l'époque, en 2002, coaching et tout, ça n'existait pas. Et moi, comme je te dis, j'avais la vision que je voulais rentrer en Côte d'Ivoire. Je voulais rentrer à Abidjan. Et à l'époque, en tout cas, je ne connaissais pas. Je me suis dit, mais tu vas aller faire psychologie, tu vas être psychologue, c'est bien.
Mais je ne voyais pas le débouché, en tout cas au niveau économique, de dire je vais rentrer à Abidjan, je vais être ici. Je n'avais pas la vision. En vrai, si je regarde avec la rétrospective, entre guillemets, mon accident de parcours, c'est la compta. Mais la compta correspondait beaucoup à mon caractère parce que je suis quelqu'un de très organisé, de carré, mais je n'ai jamais, en fait, je suis jamais allée au boulot en disant, ouais, la compta, je suis épanouie dans ce que je fais. Mais j'étais bonne. J'étais bonne parce que j'étais carré, que j'étais bonne en maths, tout ce que tu veux, tu vois. Donc, les chiffres, c'était pas un truc. Et puis, il y avait le côté accompagner les gens, tout ça là. Donc, en fait, c'était très intéressant. Mais je suis pas allée au boulot en me disant, oui, non, là, je suis trop bien dans ce que je fais. Tu vois? Donc, en fait, quand je regarde en rétrospective, c'était déjà là. Le life coaching ou la psychologie, ou, tu vois, après, on peut décliner ça de différentes façons. Mais c'était déjà une envie que j'avais. C'est juste qu'à l'époque, je ne voyais pas bien ce que je pouvais faire avec concrètement. Donc, en 2017, c'est différent. 2017, c'est différent parce que le monde a changé et que tout ce parcours-là, peut-être pour revenir à mes premiers amours, en fait. Et donc là, je sens que je suis à ma place. Mais déjà, surtout, je sens que je suis à ma place, mais surtout, je fais le travail sur moi. Et c'est là que c'est très intéressant d'apprendre à se connaître, savoir qui on est. Parce que quand tu fais tout ça, tu comprends pourquoi il y a plein de choses, entre guillemets, qui ont marché ou qui n'ont pas marché dans le passé. Et c'est pour ça que souvent les gens me disent, mais tu as eu du courage de faire ce changement-là de vie. Et moi, je dis, c'est pas du courage, c'est que moi, la vie ne m'a pas donné le choix. C'est comme ça que moi, je le ressens aujourd'hui. Est-ce que tu veux expliquer brièvement, finalement, le coaching, c'est quoi? Parce qu'il y a toutes sortes de coachs maintenant. Nous tous, on est très connectés sur les réseaux. On suit des coachs qui nous engueulent. On suit des coachs qui prient. On suit des coachs qui insultent. Finalement, c'est quoi le coaching? Tout ce que tu dis est vrai. Dans le sens où, honnêtement, aujourd'hui, en fait, je veux pas non plus encourager des gens à n'importe qui à devenir coach. Moi, je pense que déjà, ça doit être en nous. Mais ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai mon diplôme, mais aucun de mes clients ne m'a jamais demandé à avoir mon diplôme. Souvent, on fait les choses pour se rassurer soi-même. OK? Mais le diplôme est important parce que ça te donne un cadre. Tu vois, comment il y a la déontologie aussi du coaching et tout. Mais tous les styles de coach que tu as cités, pour moi, il y a des coachs pour tout le monde. Moi, mon coaching correspond à certaines personnes. J'ai beaucoup de mes clients qui me disent qu'ils aiment chez moi parce que je suis douce, truc et tout, tu vois. Quand tu vois Tony Robbins, les Américains, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a des gens, si tu es trop doux avec eux, ils vont pas avancer. Tu vois, il y a des gens qui ont besoin peut-être on les insulte, je sais pas si c'est la bonne méthode. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, chacun peut se reconnaître dans un coach. Et surtout, en fonction de où tu en es dans ta vie, tu peux avoir différents types. Moi, je te dis, au fur et à mesure, les gens que j'ai commencé à suivre au début, il y en a, par exemple, celle dont je t'ai parlé, je dis que j'ai fait son programme, le premier programme que j'ai fait, je la suis jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle m'inspire. Mais il y a des gens que j'ai suivis pendant des périodes et aujourd'hui qui ne m'inspirent plus. Donc, le coaching en tant que tel, qu'est-ce que c'est? Le coaching, c'est accompagner quelqu'un à atteindre un objectif en passant à l'action. Sans action, il n'y a pas de coaching. C'est pas de la philosophie, c'est pas les grandes phrases. On passe à l'action. On passe à l'action. Parce que le coaching, si on passe pas à l'action, c'est pas du coaching. En fait, c'est d'aller d'un point A à un point B. Donc, pour aller au point B, il faut forcément que tu passes à l'action pour avoir un résultat. Maintenant, mon coaching à moi, en particulier, c'est-à-dire que au fur et à mesure de moi, mes expériences et de la formation que j'ai reçue, aujourd'hui, il y a une petite partie où j'essaye de comprendre quand même. Donc, je suis pas psychologue. Je n'ai pas la formation de psychologue. Mais si tu veux, pour moi, le psychologue et le coach sont complémentaires. Le psychologue va être plus dans comprendre pourquoi on agit comme ça. Et le coach va être, OK, même si on comprend pas forcément pourquoi tu agis comme ça, mais on doit agir quoi qu'il arrive pour changer les choses. Tu vois? Donc, en fait, les deux peuvent être complémentaires sans être en opposition. Moi, je me définis en tant que life coach aujourd'hui parce que je trouve que c'est plus simple pour que les gens comprennent ce que je fais. Mais même moi, aujourd'hui, là, j'ai pas un titre. Je peux te dire, par contre, comment je travaille avec mes clients. Mais je pense qu'en fait, que chaque coach a son style finalement parce que il y a le tronc commun qu'on nous apprend tous. Donc, il y a quand même des méthodes. Hein, je veux dire, tu sais qu'on doit définir un objectif, on va vers l'objectif. Donc, il y a des grandes lignes. Mais après, on est tous des êtres humains. Et en fait, pourquoi quelqu'un vient travailler avec toi? Il vient pas travailler avec toi parce que tu as fait telle école. Il vient travailler avec toi pour la personne que tu es. Comment choisir son coach? Avec tout ce panel de coachs, avec tous ces styles-là. Moi, je pense qu'il faut l'observer déjà. Parce que maintenant, tout le monde on est connecté. Hein. Tu vas voir sa page Instagram, sa page Facebook. Tu peux voir les témoignages des autres clients. Tu peux voir, tu vois, il y a quand même beaucoup de données qui sont extérieures au coach que tu peux commencer à voir. C'est être connecté à soi. Je pense que nous sommes ça à l'intérieur de nous. On a ce sentiment-là. Ça passe ou ça passe pas. Il y a des gens qui ont besoin, comme tu dis, il y en a, on doit crier, on doit truc. Il y a des gens qui aiment ça. C'est-à-dire que toi, tu dois te poser la question, qu'est-ce que je recherche aujourd'hui chez un coach? Mais c'est en expérimentant aussi que tu peux savoir si ça te correspond ou pas.
Mais déjà, quand tu vas commencer à suivre plusieurs coachs, tu pourras affiner. Ah, ça, j'aime bien. Ah, ça, j'aime moins. Ah, ça, j'aime bien. Ah, ça, j'aime moins. Après, est-ce qu'on va se fit à 100%? Pas forcément. Mais si on se fit à 90%, c'est déjà pas mal. Mais moi, je pense que c'est vraiment un ressenti. Je pense qu'à l'intérieur de nous, chacun sait. Mais c'est comme dans la vie, hein. C'est comme dans la vie quand on a des amis ou bien quand on rencontre des gens, on sait. Et combien de temps finalement va se passer entre ta formation et ton premier client? Comment ça va se passer? Bonne question. En fait, ce que j'ai fait, c'est que pendant que je faisais ma formation, j'ai lancé un premier programme en ligne avec ce que j'avais déjà appris. Donc, j'ai commencé à avoir des clients comme ça au début. Bon, au début, honnêtement, c'est tes amis. C'est ta famille, tes amis. Et puis, si tu veux, il y a tout le travail d'être visible, d'être légitime. Bon, ça, c'est mon parcours personnel. Je dis pas forcément que pour tous les coachs, c'est comme ça. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, le chemin que moi j'ai fait, c'était surtout un chemin vers moi-même avant de devenir, entre guillemets, un vrai coach. Si tu veux, entre le moment où j'ai lancé mon premier programme et puis aujourd'hui, il y a eu la partie où, donc, tu lances tes programmes, on va dire, assez basiques au début, parce que tu te dis quand même, c'est important le coaching parce que tu te dis c'est la vie des gens. Donc, faut faire très attention à comment tu interagis avec eux. Et puis, un moment, j'ai vite senti que je me suis dit, tu peux pas aller coacher des gens, leur demander de faire des choses que toi-même tu n'as pas faites. Donc, important en fait que toi-même tu te fasses accompagner. C'est pour ça que je dis que moi, j'avais déjà commencé avec ma première coach, donc de faire le programme sur 4 mois où il y a des outils même de ce programme que j'utilise même aujourd'hui pour mes clients, tu vois, parce qu'apprendre à se connaître, apprendre qui je suis. Aujourd'hui, moi, je coach pas les gens pour forcément une transition de vie. Ça peut arriver, mais c'est pas forcément mon cœur d'activité. Et c'est vrai qu'apprendre à se connaître, c'est une grosse partie qui est très intéressante. Ensuite, il y a eu la partie où j'ai commencé à avoir des premiers clients. Ça a duré quelques mois. Il y a des moments où tu sens à l'intérieur que des fois, peut-être il faut faire une pause. Là, c'est le moment où tu dois mieux comprendre qu'est-ce que tu veux, qui tu es, avec qui tu veux travailler, comment tu veux travailler. Donc, le temps passe, tu commences comme ça. Et puis, il y a ta relation à toi-même. Comment tu te vois? Self-love. Nanana. Parce qu'en fait, au début, ça n'a pas forcément marché comme je voulais. Même aujourd'hui, je suis bien avancée, mais je suis pas, comme on dit, je suis pas encore où je veux. Mais les choses ont beaucoup évolué. Donc, c'est de comprendre, on a l'impression que les choses sont extérieures à nous, qu'on subit. Alors qu'en fait, souvent, c'est nous qui créons notre réalité. Donc, en tant que coach, si moi, je me pose pas les questions, comment je peux aller accompagner d'autres personnes? Et sur ça, Covid arrive. Et Covid a été une période très intéressante, en tout cas au niveau personnel, 2020, en tout cas mars 2020 jusqu'à à peu près la fin de l'année 2020. J'ai participé à des accompagnements qui m'ont profondément transformée. Et je pense que je suis pas la seule parce que moi, j'ai changé et je vois les demandes, en fait, que je reçois aujourd'hui pour accompagner les gens, ça a changé aussi. Du coup, pour moi, Covid était une grande transition dans ma vie. Et donc, du coup, depuis là, maintenant, ça va faire 1 an, on va dire que mon activité est complètement différente de ce que je faisais au début. Au début, j'étais, on va dire, peut-être très scolaire. J'avais moins confiance en moi. Donc, il y avait le côté légitimité. Qu'est-ce que je fais, truc et tout. Donc, et puis, j'étais en construction. J'étais en construction de ma méthode. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, j'estime que j'ai créé ma méthode, comment moi je travaille avec mes clients. Donc, au début, comme je dis, c'est ce que tu apprends à l'école, que tu appliques. Mais en fait, c'est peut-être pas toi. Et comme c'est pas toi, les gens ne viennent pas naturellement à toi parce que ce n'est pas toi. Parce que les gens viennent parce que c'est toi, au fond. Donc, il faut accepter de se mettre en avant, il faut accepter de se montrer, il faut accepter un certain nombre de choses. Ce que moi, parce que moi, dans ma vie, j'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais entrepreneur, si on peut dire ça. Moi, je me voyais salarié, tranquille, dans mon coin. Et puis voilà. Il y a tout ce parcours professionnel, mais qui est intimement lié à ton parcours personnel. Et donc, c'est tout ça qui fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et toutes les expériences que j'ai vécues, par contre, avant, me permettent d'être la coach que je suis aujourd'hui. Si j'avais pas vécu tout ça, donc déjà, il y a le fait de prendre une année sabbatique. Donc, ça veut dire que j'ai commencé à faire un peu mon self-love sans me rendre compte. Après, je dis, je rentre à Abidjan, c'était une décision. Des fois, les gens de l'extérieur peuvent ne pas comprendre des choses. Mais aujourd'hui, ça fait sens, l'enchaînement de tout ce que j'ai vécu. Tout ce que j'ai vécu en entreprise me permet aujourd'hui d'accompagner des gens qui peuvent vivre la même chose en entreprise, qui ont vécu des difficultés. Le fait de changer de voie, c'est aussi une expérience que je peux partager. Après, on peut parler là, on parle boulot, mais ça peut être aussi dans les relations amicales, les relations amoureuses, les relations familiales. En fait, tout ce que tu as vécu dans ta vie, c'est des expériences qui font qu'aujourd'hui, tu peux comprendre et que tu peux accompagner. Ça fait toi la personne que tu es aujourd'hui et qui te fait toi la coach que tu es aujourd'hui, enfin, la coach que je suis aujourd'hui. Donc, il y a rien à ajouter, au contraire. Et là, tu m'as parlé justement de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Est-ce que pour fixer tes prix et toutes ces choses-là, c'est pas des trucs qui t'ont posé question? Comment tu arrives à fixer tes prix, toi-même à être en accord avec tes prix et finalement pouvoir vivre de ce travail? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui te pose problème? Non, aujourd'hui, j'arrive beaucoup mieux. Comment tu fais? Les gens se rendent pas souvent compte, mais en fait, la relation qu'on a avec l'argent est la relation qu'on a avec soi-même.
la valeur qu'on se donne à soi-même. Moi, quand j'ai commencé au début, mes prix étaient très bas. Et limite, j'ai en dessous du marché, parce qu'en fait, tu es plus dans une énergie de peur. J'ai peur de pas avoir de clients. Je viens de commencer, donc je vais être moins cher. Et puis, comme c'est le début, tu sais pas encore ce que toi-même tu vaux. Tu n'as pas encore de résultats avec des clients, tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui te challenge. Quand j'ai commencé aujourd'hui, j'ai doublé mes prix, mon taux horaire. Donc, avec une évolution, j'ai changé 2 fois, on va dire. Et pourquoi j'ai réussi à changer? Parce que déjà, plus tu travailles, plus tu vois tes résultats. Et plus tu vois les résultats que tu as sur la vie des gens, plus tu vois qu'il y a de la valeur dans ton travail. Donc, en fait, c'est réussir à fixer un prix qui, en même temps, respecte donc le temps que tu passes. Parce que moi, par exemple, quand je fais 1 heure avec un client, j'ai quasiment 1 heure de préparation. Bon, pour ceux qui savent, c'est que je donne des exercices d'une semaine à l'autre et je suis assez accessible pour mes clients. Je les abandonne pas en une séance. Bon, après, je dis pas qu'il faut qu'ils m'appellent toutes les 2 minutes. Mais tu vois, donc, en fait, au-delà de 1 heure que tu factures, il y a du travail derrière. Donc, en fait, c'est de fixer un prix qui ne te frustre pas. Et ça, comme je dis, tu vois, ça revient à la même chose que je disais tout à l'heure. Tu le sens. Après, tu t'adaptes aussi. Il y a quand même le marché. Le marché existe. Donc, en fait, tu dois trouver un prix qui n'est pas complètement déconnant avec les prix que les gens font autour de toi. Mais c'est pas pour ça non plus que tu dois te fermer. Si toi, tu connais ta valeur, que tu sais le résultat que tu obtiens avec un client, je veux dire, il y a des coachs qui facturent des montants exorbitants. Tu es coach depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ton expérience, c'est ça que tu factures en fait. Où les gens pensent que c'est facile ou bien tout, c'est parce que tu as eu toutes ces années-là. C'est ton expérience que tu factures finalement. Tu vois? Donc en fait, c'est de ne pas se sentir frustré. Parce que la partie où tu vas facturer et tu te sens frustré, tu fais pas du bon travail. Et au-delà de ça, pour que tu fasses du bon travail, il faut que tu puisses vivre de ton activité. Si tu ne vis pas de ton activité, tu as un stress. Et ce stress-là fait que tu ne peux pas être à 100% avec tes clients au moment où tu travailles avec eux. Donc, en fait, tu vois, donc c'est un équilibre entre vraiment beaucoup de choses qui te permet à la fin. Faut pas facturer en fonction de tes frais, hein. C'est pas ça le point, hein. Pas parce que j'ai besoin de temps, donc je facture tant. C'est qu'est-ce que j'apporte à mon client, quels sont les résultats que j'obtiens avec mon client. Et surtout d'être totalement transparent. Le client, on le force pas à payer, hein. Il connaît les tarifs avant de payer. Donc, c'est de trouver la cohérence entre tout ça. Tu as combien de temps depuis ton premier client aujourd'hui? On a à peu près combien d'années? Je dirais 3 ans. Je suis vraiment bien depuis 1 an. Enfin, moi, j'estime que c'était depuis 1 an que je suis vraiment une vraie coach. à 100%. Et tu vis de cette activité-là? Le problème, c'est que ça peut être assez irrégulier. Bon, c'est entrepreneuriat, donc ça peut être irrégulier. Mais n'empêche que quand même, il y a des mois où j'arrive au salaire que j'avais quand j'étais dans ma grosse entreprise quand même. Mais malgré tout, comme je t'avais dit, pour moi, j'estime que c'est bien, mais c'est vraiment pas ce que je vise aujourd'hui. Comment tu te sens aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis heureuse et épanouie. Voilà. Non, je suis heureuse et épanouie. Et pour rien au monde, je voudrais changer. Franchement, pour rien au monde. Il n'y a pas des moments où tu te dis, bon, finalement, est-ce que je vais pas aller reprendre un peu ce travail pour lequel Impossible. Non, impossible. Au contraire, tu sais, quand je pense à ça, j'ai une boule au ventre. C'est un stress direct. Aujourd'hui, tu te rends compte que ça fait des années maintenant que je me réveille le lundi et que j'aime le lundi. J'aime le lundi matin. Un truc que j'aurais jamais pensé possible dans ma vie. J'aime le lundi matin. Et des fois, même quand le week-end arrive, je suis un peu triste. Mais est-ce que ton père, par exemple, il comprend qu'on puisse passer de la comptabilité à un métier aussi abstrait finalement que le coaching? Même s'ils ne m'ont pas forcément encouragé. En tout cas, ils m'ont jamais découragé. Ils ont toujours été là. C'est-à-dire, comme je dis, tu vois, je vivais chez ma mère et mon beau-père. Ils m'ont vraiment soutenu parce que sans eux, peut-être que j'aurais pas eu le choix. Ça, c'est vraiment le premier point. Donc, au début, ça devait être abstrait. Mais même au début, c'était peut-être abstrait pour moi aussi, hein. Mais aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, je ne dirais pas que je coach mes parents, mais si, parce qu'ils me suivent et que d'une manière ou d'une autre, je les influence et que j'influence même tous les gens autour de moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les gens commencent à voir la vie différemment parce que moi, j'ai fait ce travail-là et donc je partage ça autour de moi. Donc, aujourd'hui, même mon père, tu sais ce que mon père m'a dit un jour? Il m'a dit, mais si on avait su, j'aurais fait ça après le bac. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus valorisant pour moi, hein. Quand je travaille avec une cliente ou un client, parce que j'ai des hommes aussi, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai des hommes. Et quand je vois les résultats qu'ils ont, il n'y a rien de plus valorisant quand tu as aidé quelqu'un à être bien dans sa vie, quoi. Pour moi, hein, comptabilité, tout ça, là, c'est bien, je dis pas. Franchement, pour moi, aujourd'hui, je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire qui m'apporterait plus d'épanouissement. Mais Voilà. est-ce que le tout gratuit paye? Est-ce que quand tu dis les choses, tu donnes les méthodes gratuitement aux gens, est-ce qu'ils suivent par rapport à quelqu'un qui paye pour obtenir le résultat? En fait, ce que je donne gratuit, là, honnêtement, je vais pas dans le cœur. Parce que, honnêtement, tu sais, pour un vrai résultat, moi, je dis souvent avec mes clients, là, un vrai résultat profond, c'est un accompagnement de 6 mois. Tu vois, donc même si je discute avec quelqu'un pendant 1 heure, je peux lui donner des petites clés, mais c'est pas ça qui va changer sa vie.
Honnêtement, c'est pas ça qui va changer sa vie. Et je partage beaucoup de gratuit. Moi, je sais que j'ai des gens avec qui j'ai des discussions. Et puis, quand tu dis d'une personne à une autre, c'est différent. Il y a des gens qui me suivent et je sais qu'ils ont eu beaucoup de changements dans leur vie. Mais ça dépend de toi. C'est que le peu que je partage là, est-ce que tu appliques? C'est simple. Tu peux lire mes trucs tous les jours. Et même, tu peux être mon client. Parce que, comme je dis, moi, j'ai obligation de moyens. J'ai pas obligation de résultat. Le résultat, là, ça dépend de mon client. C'est pas moi qui peux aller faire le travail pour lui. Donc, il y a des gens qui me suivent et qui ont des gros changements de vie parce que ce que je partage avec eux, ils s'appliquent, tu vois. Il y a des niveaux différents dans sa vie. Donc, il y a des gens qui n'ont pas besoin de grand chose pour avoir des résultats. Tu vois, donc, en fait, il n'y a pas de réponse uniforme vraiment à ça. Mais moi, je sais que par contre, il faut que je me discipline. Faut dire que c'est mon travail, quoi. C'est mon travail. Et c'est vrai que tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. C'est pas parce que j'ai passé 1 heure avec quelqu'un que je peux lui donner beaucoup. Mais pour un changement, un réel changement. C'est pour ça que si tu veux, au début, par exemple, je faisais des séances à l'heure. Je facturais à l'heure. Aujourd'hui, je travaille en forfait. Et je veux des gens qui veulent s'engager pour un changement profond. Parce que au début, je faisais des forfaits de 4 séances que je ne fais plus maintenant. Je fais un minimum de 8 séances ou 12 séances. Et souvent, à chaque fois, les gens renouvellent. La plupart du temps, les gens renouvellent parce que pour un changement profond, quand ils commencent à avoir des résultats, ils savent que c'est pas au bout de 8 séances que tu changes de vie, que tu changes profondément de vie. Donc, si tu veux, pour moi, il faut minimum 6 mois minimum. Donc, moi, je vais vers ça maintenant. Donc, je veux pas imposer aux gens forcément 6 mois d'un coup parce que je me dis que tout le monde ne connaît pas encore. Donc, des fois, je veux leur laisser l'opportunité d'apprendre à me connaître. Donc, on fait un accompagnement sur 2 mois. Et puis, ils peuvent renouveler 2 fois. Moi, j'ai des clients qui renouvellent, par exemple, 2 fois. Tu vois, on arrive vers 6 mois. Il y en a qui font des pauses, qui reviennent. Bon, c'est différent d'une personne à une autre. Quelle est ta prochaine étape aujourd'hui? Qu'est-ce que tu projettes de faire? On parlait de tarifs. Tout le monde n'a pas forcément le moyen d'être en one-to-one avec moi. Surtout que je pense, quand j'ai dit, je sais que je vais projeter que mes tarifs vont augmenter. Donc, j'ai envie de créer un programme en ligne qui soit accessible au plus grand nombre sans qu'il soit forcément en interaction avec moi. Et donc, peut-être que quand c'est comme ça, le prix peut être plus accessible pour les gens. Et puis, surtout, c'est pas tout le monde qui veut forcément être en one-to-one avec moi pour me raconter sa vie, mais au moins, je peux partager les outils. Donc, si déjà je crée ça, parce qu'aujourd'hui, honnêtement, j'ai quitté le monde de l'entreprise où je travaillais comme une forcenée. Ce que je veux créer avec mes clients là, moi, je dois créer ça aussi. Moi, aujourd'hui, je sais comment je veux créer ma vie. Je sais que mon boulot est très important pour moi, mais c'est pas forcément le centre de ma vie, si tu veux. Là, on est en train de rentrer dans une autre discussion, mais c'est de créer la vie que moi je veux en tant qu'entrepreneur. Je ne veux pas être une entrepreneur qui est au bout du rouleau, qui n'a pas de temps pour elle. C'est pas pour revivre ce que je vivais en entreprise, tu vois. Donc, en fait, c'est comment je vais créer ma vie pour avoir une entreprise stable et gagner bien ma vie, parce que je sais que je peux très bien gagner ma vie avec ça. Aujourd'hui, la prochaine étape, ce sera la grande offre. Construire, en fait, quelque chose qui va me permettre de toucher le maximum de personnes, mais tout en ayant du temps pour moi. Et en gagnant bien ma vie. En gagnant bien ta vie. Donc, en ayant le confort. Oui. Mais le confort dans tout, quand je dis gagner bien sa vie, c'est avoir du temps, plus d'énergie, avoir du temps et avoir de l'argent. C'est pas juste de l'argent. Qualité de vie, c'est pas que l'argent. Aujourd'hui, si tu dois inspirer un jeune, si tu dois inspirer par ta manière d'être, qu'est-ce que tu penses qui est pourrait vraiment l'inspirer par le faire? Moi, je dirais, aujourd'hui, pour moi, ce qui est le plus important, et c'est ce que je fais dans mon travail, en fait, quand j'accompagne les gens, c'est apprenez à vous connaître, aimez-vous, et sachez que c'est vous qui avez le pouvoir de créer votre vie. C'est le résumé, c'est peut-être court, ça peut paraître utopique, mais c'est la réalité. En fait, il faut expérimenter pour savoir. Et si on sait pas qui on est, on sait pas ce qu'on veut dans la vie. Parce que des fois, on pense qu'on veut des choses. Et puis quand on commence, je donne ça par exemple parce que les gens qui viennent travailler avec moi, ils viennent toujours avec un objectif en tête. Et dans 90% des cas, c'est pas le point. Quand on commence à creuser, il y a autre chose derrière. Donc, apprendre à se connaître. Quand je sais qui je suis, je sais ce que je veux dans ma vie. Quand j'apprends à m'aimer, je deviens libre parce que je n'attends plus des autres. Je dis pas qu'il faut être en autarcie dans la vie, hein, mais quand on s'aime soi-même, il y a beaucoup de choses qu'on ne tolère plus, il y a beaucoup de choses qu'on n'accepte plus. Et donc, forcément, on est plus heureux derrière. En fait, c'est ça, c'est vraiment reprendre le pouvoir, en fait. Si les mauvaises choses, c'est moi qui les ai créées, ça veut dire que les bonnes choses, c'est moi qui peux les créer aussi. Vraiment de ne pas subir la vie. Et donc, de se donner les moyens de créer cette vie. Et des fois, on pense que pour créer des changements, il faut des choses extraordinaires, mais c'est faux. C'est des habitudes du quotidien. Qu'est-ce que tu penses pouvoir transmettre justement à cette autre génération-là, la génération de nos enfants, celle qui vient juste après nous? En fait, moi, je dis, c'est pas directement à cette génération-là que je parle, mais moi, quand je travaille avec mes clients, je dis, vous voulez quoi pour vos enfants? Pour que vos enfants soient ce que vous voulez là, c'est vous qui devez changer. Parce que les enfants copient. C'est par l'exemple, finalement. Je donne par exemple, si on est une mère, on veut que sa fille soit d'une certaine manière, quelle est la femme que toi tu es? Quel est l'exemple que tu donnes à ta fille pour que demain ta fille puisse être libre, puisse être la personne en tout cas que tu veux qu'elle soit? C'est toi qui dois lui montrer le chemin. Donc tout le travail qu'on fait, comme je dis à chaque fois, moi je suis un peu utopiste, hein. Je dis qu'on peut changer le monde. Je dis, moi demain,
Si j'ai touché 20 personnes, ok, imagine j'ai 20 clients, ou bien j'ai 100 clients. Ces 100 clients-là vont toucher chacun 5, 10 personnes. Et tu vois le cercle vertueux qu'on est en train de créer. Moi, j'ai des clients, je vois, qui sont devenus, entre guillemets, des mini-coachs. Parce qu'en fait, quand toi, tu changes, tu rayonnes et les autres voient le changement, en fait, en vrai. Ça se voit autour de toi. Et les gens vont commencer, on me dit au début, ils vont se moquer de toi. Et puis, un jour, ils vont te demander comment tu as fait. Et là, on est en train de changer le monde un pas à la fois. On change le monde un pas à la fois. On change le monde un pas à la fois. Pour que nos enfants créent un monde meilleur, il faut que ce soit nous qui soyons ce changement-là. Donc, moi, mon travail aujourd'hui, c'est à ça que je participe aujourd'hui. C'est ce que je veux créer dans le monde. Et si on le fait tous, si on est 7 milliards sur la Terre, que chacun faisait le taf, franchement, le monde serait complètement différent. Mais on attend toujours que ça vienne de l'extérieur. Ça va être, on va dire non, c'est l'État qui doit nous sauver, on doit nous sauver. Non, chacun faisons le travail à notre niveau et on va voir qu'on va impacter nos enfants en premier lieu. Et si on doit te soutenir aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut parler de moi autour des gens. S'il y en a qui veulent me donner de l'argent gratuitement. Tu as ouvert un litchi. Non, un litchi ou un PayPal. En tout cas, il y a beaucoup de coachs qui font ça parce que quand tu partages beaucoup de gratuit, peut-être qu'un jour je le ferai, mais pour l'instant, je le fais pas. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup le bouche à oreille. C'est de venir liker parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui ne likent pas forcément mes posts parce que plus vous êtes nombreux, plus moi ça m'encourage. Même échanger avec moi, venir travailler avec moi. Voilà. Donc honnêtement, il y a beaucoup de manières différentes de pouvoir me soutenir aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin, s'il y a quelque chose que tu veux rajouter. Alors, la seule chose que j'ai envie de rajouter, c'est mon slogan, c'est la magie est déjà là. Faut croire à la magie. À la magie. On est tous des magiciens, en fait. Quelqu'un a dit ça quelque part. Je ne sais plus c'est qui. On est tous des magiciens qui nous ignorons. Donc, reprenons juste notre pouvoir et puis créons la vie qu'on veut. Ayons la foi et croyons que la magie, que tout est possible. Et la magie est déjà là. Vraiment, la magie est déjà là. Super. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci à toi. Nous arrivons à la fin de cet épisode avec Kani, que je remercie. J'ai fait appel au service de Kani en 2020, quand je venais d'aménager en Australie et que 2 mois après, les frontières fermaient pour la Covid. Kani m'a aidé à clarifier ma vision et à passer à l'action, dans un moment justement où l'action était difficile à faire parce qu'on était en confinement, on ne savait pas où le monde allait. N'hésitez pas à rentrer en contact avec elle. Je mettrai en descriptif de cet épisode-là les liens de ses réseaux sociaux où vous pouvez lire le contenu qu'elle partage gratuitement. Elle est aussi rédactrice d'un article dans un journal. Donc vous verrez toutes les différentes flèches qu'elle a à son arc. Prenez soin de vous. On parlera toujours santé mentale dans 2 semaines avec une coach sportive. D'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager et à noter cet épisode sur Apple Podcast et Spotify.